bonjour à tous les deux. Merci beaucoup de m'accueillir. Paris 7 a changé, maintenant c'est Paris Université parce que les universités se regroupent. Et en fait, je vais parler pour défendre le son. Et en médecine, il y a l'image partout. Donc, comme je vais défendre le son, j'ai pris le parti de ne pas faire donc de PowerPoint et essayer de faire ça ex cappella parce que finalement, l'image efface tout en médecine. En effet, le son est la gloire de la médecine. La géographie médicale française place en tête de gondole Laennec comme fondateur de l'auscultation. Je vous rappelle quand même Jules Romain et son docteur Knock qui, lui, ausculte, c'est sa première malade, percute et ausculte. Vous rappelez également Michel Foucault, pour qui l'examen clinique comprend la même trinité que pour notre euh, auteur précédente, notre conférencière précédente, Mme Pineda, qui parlait de l'écoute intérieure. Mais à part pour Foucault, l'examen clinique, c'est la vue, le toucher et l'audition, les mêmes que tout à l'heure. Et donc, à l'évidence, le corps est utile au médecin et le corps est très bruyant. Aujourd'hui, en plus de ça, le bruit est d'autant plus utile qu'on utilise les ultrasons. Et les ultrasons sont absolument partout. Toutes nos images sont des ultrasons. Le soin, la thérapeutique appelle les ultrasons. On traite la cataracte. Les cardiologues font de la radiofréquence. Donc, on utilise les ultrasons pour traiter des tumeurs hépatiques, pour traiter des cancers du sein. Donc, le son est absolument partout et on pourrait s'attendre à ce que le son soit absolument triomphant. Eh bien, malheureusement, le son n'est pas triomphant aujourd'hui. Le son, en fait, est un mal-aimé. Et mal-aimé depuis très longtemps. Je vous rappelle que dans la Bible, on demande aux Hébreux d'écouter, non pas d'écouter, mais de voir les images de Dieu. Donc, c'est de voir les paroles de Dieu. Donc, le son est déjà nié. Et puis, il y a un bonhomme qui s'appelle Locke, qui est quand même pas le dernier des philosophes. Et pour Locke, eh bien, le son, c'est une image secondaire. Le son n'est pas une qualité première dans l'entendement humain. Le corps, pourtant, est audible. Et je reviens rapidement à Laennec. Et je vous rappelle que Laennec présente son stéthoscope. Comment il a inventé les stéthoscopes? Eh bien, Laennec, en fait, il était prude. Il n'osait pas dénuder une jeune fille. Il n'osait pas mettre son oreille masculine sur le torse d'une jeune fille. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il avait besoin d'un outil pour ne pas déshabiller la demoiselle. Et donc, en fait, le monsieur Laennec ne voulait pas voir. Donc, et c'est là où le son serait venu. Mais paradoxalement, qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme de vocabulaire pour ne pas voir la poitrine de la jeune fille? Stéto, poitrine en grec, c'est logique, et scope. Scope, c'est voir. Et donc, le nom même de son outil est un presque contresens. C'est un outil pour voir la poitrine et non pas un outil pour entendre. Donc, vous voyez comme quoi le son est mal aimé. Et Laennec, pourtant, décrira avec la plus très grande précision l'auscultation thoracique. Jusqu'à l'avènement de l'imagerie médicale, l'intérêt majeur du son, c'était d'explorer l'intérieur d'un corps vivant, c'est-à-dire un corps fermé. Donc, je vous rappelle que Knock, qu'est-ce qu'il fait? Il ausculte, il percute, même s'il escroque ses patientes, donc il les escrute, il les examine encore bien vivantes. Grâce à l'auscultation, le médecin perçoit donc un certain nombre de bruits, des bruits qui sont le bruit de l'air dans les poumons, il perçoit les obstacles qu'il y a dans ces poumons. Vous avez un bouchon, et bien dans ce cas-là, le bruit devient plus grave. Vous avez un rétrécissement, et dans ce cas-là, il y a un sifflet apparaît et le bruit devient plus aigu. On entend même à l'oreille le déplissement des alvéoles pulmonaires quand il y a un peu trop d'eau dans les alvéoles. Donc, quand un petit œdème du poumon apparaît, les alvéoles se gonflent, on entend le déplissement, et donc ça nous permet de faire un diagnostic précoce. Qu'est-ce qu'on entend en fait? On entend un son qui est un événement du corps. Donc, le cœur qui bat, le passage de l'air dans les bronches, le péristaltisme intestinal sont des quoi? Ce sont les témoins de la vie du sujet. Donc, ce sont des témoins de vie, et ces témoins de vie ne se sont produits sans aucune finalité. On ne maîtrise pas les sons, donc, et finalement, ce son du corps est qu'un bruit, et n'est pas une musique. Et selon la nature, selon les civilisations, certains sons du corps doivent être acceptés. Et par exemple, à la fin d'un bon repas, à un nombre d'endroits, il faut rôter de manière absolument bruyante. Et puis nos guides de politesse occidentaux chassent le son du corps. Ce son, en fait, interroge parce qu'il a des propriétés assez compliquées. Or, le son a une propriété, c'est qu'il est capable de franchir des limites. Un mur
qu'est-ce que fait un mur? Il chasse la lumière. On ne voit plus. On arrive dans des pièces sombres. Un son, vous pouvez faire d'un mur d'une pièce à l'autre. Il faut soyez voisin d'un pianiste, soyez voisin d'un baryton, et vous vous apercevez que le baryton qui chante, eh bien, c'est, je n'oserais pas le dire, une nuisance sonore. Eh bien, le son, donc, va partout et on ne peut pas savoir la profondeur d'un son. Par contre, le son peut s'analyser en fonction de la surface. On arrive à savoir d'où il vient, mais non pas dans la profondeur, mais dans la surface. Et c'est en utilisant ces propriétés de surface que les médecins peuvent savoir, par exemple, de quelle valve du cœur il s'agit lorsque l'on est malade. Alors, une fois que le son est apparu, il faut que le médecin en fasse quelque chose. Et le médecin n'est pas un astronome. Tout à l'heure, on a eu l'astrophysique. Le médecin n'est pas un astrophysicien. Le médecin est un petit paysan, il est un petit du sol. Donc, le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Il n'est pas capable de découvrir une nouvelle étoile. Il faut qu'il intègre ce son dans autre chose. Mais de manière très sommaire, rappelez-vous le film de Brian De Palma, Blowout. Le film Blowout, ça commence comment? Eh bien, il y a un fracas, il y a un bruit, et on ne sait pas comment c'est. Il n'y a pas d'image. Il y a un enregistrement par hasard qui court, et ce enregistrement par hasard, il y a un gros bruit. L'ingénieur du son déroule la bande sonore, donc il ralentit, il l'accélère, il revient en arrière, et qu'est-ce que fait l'ingénieur du son? Il segmente l'ensemble du son et il fait apparaître deux séquences. Et ce qui est important pour notre propos, c'est que l'analyse se fait comment? L'analyse se fait par lentement faire apparaître avec le temps différents sons. Donc, ce qui est très important, c'est que, première chose, c'est que le temps permet de comprendre le son. Et dans le film en question, l'ingénieur de son permet d'isoler un coup de feu d'abord, puis le pneu qui éclate, puis le véhicule qui dérape et enfin le véhicule qui bascule. Donc, la notion de son, du temps pour examiner un son est fondamentale. Et puis la deuxième chose que fait l'ingénieur du son et qui est incapable de faire le médecin, eh bien, c'est d'aller vers l'aventure. Le son, l'ingénieur du son va explorer quelque chose qui n'existe pas. Le médecin en est incapable et il a toujours besoin d'incorporer au sens premier, de faire rentrer dans un corps le son et rentrer dans un corps grâce à un schéma préétabli. Donc, finalement, ausculter comme déchiffrer n'importe quel son, n'importe quel bruit, c'est être capable de repérer des signes plus ou moins cachés. Mais l'examen acoustique se heurte à plusieurs limites. La première, c'est l'incompréhension, donc ne pas pouvoir glisser ce son dans un schéma. La seconde limite, c'est que en fait, le son peut être non analysable parce que, par exemple, dans notre métier, le cœur devient trop rapide. Donc, alors, dans ce cas-là, on ne sait pas distinguer la systole de la diastole. Vous avez un monsieur qui a un souffle, mais en même temps des bronches très encombrées. On n'arrive pas à faire le tri de l'un de l'autre. Et puis, une fois qu'on est très content de nous, une fois qu'on croit avoir entendu quelque chose, l'oreille est flatteuse et on a une fâcheuse tendance en médecine de surinterpréter les peu de choses que l'on sait. Donc, et là, on est dans surinterprétation. Une fois que le son donc, est isolé, est obtenu, on croit avoir compris, eh bien, il faut une analyse de ce son. Et là, ça devient très difficile parce que par nature, le son est immatériel et ça nécessite de fortes capacités, en particulier des capacités mnésiques. Tout à l'heure, notre collègue musicologue et musicienne évoquait les capacités mnésiques très importantes du musicien. Bien, effectivement, le son est éphémère et donc il faut avoir une très grande capacité mnésique pour être capable de l'entendre du début à la fin, de l'attaque donc jusqu'à sa désinence, et pour comprendre un élément de la vie quotidienne. Donc, il est très difficile d'analyser donc la fumée d'un bon cigare. Donc, comme le son, ce n'est qu'instantané, alors que analyser les qualités d'un bon vin qui reste un certain temps dans son verre, c'est beaucoup plus facile. Eh bien, le son, c'est comme un bon cigare, il y a un côté de fugitif, et quand il est passé, il ne reste que très peu de choses donc, à analyser. Une fois que cette analyse est faite, qu'est-ce qu'il faut proposer? Eh bien, après l'analyse, il faut proposer donc une narration auditive qui va préciser, caractériser le son, et les graves et les aigus. De temps en temps, on rajoute d'ailleurs de la subjectivité. Et puis, il faut bien préciser les rapports du son avec le temps. Et ça, c'est une chose difficile. Alors, les physiciens, je ne parle même pas des astrophysiciens, pourraient se moquer de nous parce que finalement, le son peut se mettre dans une équation. Mais les médecins ne savent pas exploiter les équations. On ne sait pas exploiter les signes physiques
Et dans ce cas-là, eh bien, nous, on a besoin de schémas physiopathologiques qui nous permettent de conceptualiser, de comprendre le son qu'on a en face de nous. Et le même son, on change de sens selon le contexte. Un son entendu chez un homme jeune ou une femme jeune et quelqu'un âgé n'est pas entendu de la même manière. L'état général de la personne, le contexte, est-ce qu'il y a une épidémie, est-ce qu'il n'y a pas d'épidémie, donc tend à modifier l'auscultation, l'écoute du médecin et à tend modifier finalement le son lui-même, voire à le faire disparaître. Et quand le médecin est convaincu que le son est sans gravité, il ne l'entend même plus en toute honnêteté, tellement il a intégré dans son éducation l'analyse du son à ce moment-là. Un autre exemple, d'ailleurs, pour vous faire percevoir cette perception différente du son est le langage parlé. Le langage parlé, on oublie la musique, on oublie le son de la voix le plus souvent. Donc, le son s'efface au profit de ce qui est dit. Et pourtant, il y a depuis fort longtemps des concordances qui sont faites entre son et image, en particulier dans le domaine du chant. Je vous rappelle que Rimbaud, par exemple, liait les voyelles à des couleurs. Je vous rappelle qu'Adorno, quand il relit Schönberg à Bach, mais qu'est-ce qu'il fait? Il pense que l'opéra de Mozart est simplement une mise en image de mouvement. Quand on voit un tableau, par exemple, quand on regarde donc la ronde de nuit de Rembrandt, eh bien, on voit le roulement de tambour, on entend le tambour. Quand on voit les danseuses de Degas, eh bien, on les voit avec ses chaussons et on entend la musique de Halévy. Mais quand, à l'inverse, donc on entend un roulement de tambour, on ne voit pas le tableau. Quand on entend un ballet, on entend un ballet, on ne voit au disque, on ne voit pas pour autant les danseuses. Donc, musique et image, d'une part, image et son ne se superposent pas exactement. Et il faut tout un traitement donc complémentaire pour permettre une analyse scientifique du son. Le premier traitement pour pouvoir permettre cette analyse scientifique est un traitement du signal et surtout l'effacement, l'écartement du bruit de fond. Ce bruit de fond en médecine est un véritable problème, pas uniquement d'ailleurs en termes de son, c'est également un problème dans un tas d'autres choses. Par exemple, quand vous faites un quelque chose, électrocardiogramme, électroencéphalogramme, électromyogramme, il y a un bruit de fond électrique lié à l'activité des cellules du corps, eh bien, ce bruit de fond électrique doit être écarté. Eh bien, en matière d'analyse donc du son dans le corps, il faut encore donc faire une autocensure, éliminer donc les bruits parasites. L'exemple le plus caractéristique, c'est que quand le mécanisme d'autocensure du son ne fonctionne pas, mais qu'est-ce qui va apparaître? Il va apparaître des pathologies, et la pathologie qui fait souffrir énormément de gens, et je suis convaincu que dans nos auditeurs ou spectateurs, il y a des gens qui sont atteints, c'est les acouphènes. Les acouphènes, c'est quoi? C'est en fait un dysfonctionnement de l'autocensure, donc du son. En effet, qu'est-ce que c'est qu'un acouphène? C'est un son qui est entendu par le sujet, mais qui ne correspond à aucun bruit extérieur. En général, ce son se crée dans les voies auditives et vont donc jusqu'au cerveau. Donc, le mécanisme serait donc une lésion des cellules sensorielles actives et comme elle n'apparaît pas au niveau du cerveau, il se crée donc un système de compensation et ce système de compensation engendrait donc l'acouphène. On aurait tous des acouphènes et ce qui fait que l'acouphène devient gênant, pathologique, c'est qu'on n'a plus, pour des raisons multiples, la possibilité d'inhiber donc ce bruit parasite. On proche de cette autocensure, c'est le phénomène inverse. Donc, lorsque nous sommes confrontés au silence, eh bien, lorsque nous sommes confrontés au silence, le silence devient assourdissant. À l'inverse, quand on vit donc, cette fois-ci, c'est le bruit de la ville que l'on n'entend pas et il faut se concentrer pour entendre le bruit de la ville. Et bien là encore, il y a un phénomène d'autocensure du cerveau qui permet ou ne permet pas de faire apparaître des bruits. Ce filtrage est absolument indispensable et nous l'utilisons tous. La technologie mime la nature. Je vous rappelle l'utilisation de casques sur les chantiers, les casques, bien sûr, donc chez les chasseurs et les casques que nous employons tous donc pour écouter de la musique. Le mélomane est un
utilisateur de casque, mais c'est assez particulier le casque du mélomane. Pourquoi? Parce qu'il y a le casque parfait que nous livre l'industriel, et quand on est dans une salle de concert, souvent, quand on est entré dans la musique, eh bien, on n'entend plus le bruit parasite de l'orchestre, on n'entend plus le voisin qui tousse. Donc, il y a un phénomène d'inhibition également qui se fait, alors que c'est le moment où on écoute avec le plus d'attention les bruits environnants. Par analogie à l'image, donc le filtrage en matière d'image n'est pas perçu comme un effacement. Le filtrage, la couleur du filtrage absolu, c'est le blanc. Probablement sous l'influence de Newton. Newton concevait la lumière blanche comme la sommation donc de toutes les fréquences, de toutes les couleurs primitives. Eh bien, il existe un bruit blanc, et ce bruit blanc, qui serait la sommation de toutes les fréquences auditives, donc est elle-même source d'un acouphène. Aujourd'hui, on dépasse donc tout cela dans le corps, et par les ultrasons, on va beaucoup plus loin. L'ultrason, vous ne pouvez pas rentrer dans un cabinet médical, dans une clinique, sans avoir des ultrasons. Devant le Centre européen de musique, on ne peut pas ne pas évoquer la nymphe Écho. Je vous rappelle que la nymphe Écho, c'était la grande copine de Héra, la femme de Zeus, et pendant que Zeus batifolait, Héra, par complicité avec le roi des dieux, donc bavardait avec Héra. Et le bavardage d'Héra permettait qu'elle ne surveillait pas Zeus, et pendant que Zeus batifolait, en particulier avec une nymphe qui s'appelait Europe. Héra, s'apercevant de la perfidie d'Écho, lui jette un sort, et la pauvre Écho ne peut plus parler, sauf répéter les derniers mots qu'elle vient d'entendre, et la pauvre Écho devient amoureuse, donc vous le savez tous, de Narcisse. Narcisse, très beau, se regarde dans l'eau, il se penche, Écho le voit tomber, elle l'appelle, et puis finalement Narcisse rejoint son image, tombe et se noie. Là encore, prédominance de l'image donc sur le son. Cette utilisation du son augmenté, donc de l'utilisation du son pour en faire autre chose, est très vieille. Je vous ai parlé de la percussion. Donc la percussion est justement donc une audition augmentée. On percute un thorax. Quand on tape et qu'on a un bruit mat, ça veut dire que vous êtes sur une masse donc pleine, et si à l'inverse le bruit est sonore, vous êtes sur du creux. La même chose, vous avez le fameux 33 que tous les docteurs dans tous les films font. Lorsque le patient dit 33, vous avez dans la paume de vos mains les vibrations vocales qui arrivent, ça veut dire que le système est bien compact, en particulier que la plèvre colle au thorax. Quand il y a pas, vous ne percevez pas le 33, ça veut dire qu'il y a une désolidarisation de la plèvre et du thorax. Donc, l'utilisation médicale des sons au-delà de la simple écoute est une chose donc assez ancienne. Aujourd'hui, donc les ultrasons supposent d'émettre un son puis d'en recueillir un écho, c'est-à-dire finalement être confronté à deux sons. Mais à l'inverse des du son du corps, à l'inverse des sons audibles, donc les ultrasons ne sont pas des événements de ce sujet. C'est pas un cœur qui bat, c'est pas un ventre qui bouge. Donc les ultrasons, donc c'est la résonance d'un son émis par l'extérieur qui va buter contre des structures. Donc c'est pas un son qui est un événement du sujet. Néanmoins, les ultrasons, comme les sons traditionnels, sont l'utilisation médicale fondamentale pour pouvoir examiner l'intérieur d'un corps, donc enveloppe corporelle close. L'ultrason ne joue pas du tout du temps de la même façon que le du corps. En effet, ils traversent le corps, mais ils sont produits en dehors du corps. Ils apparaissent et disparaissent avec le jeu d'un interrupteur, et contrairement au son du corps, qui suppose une analyse dans la durée, c'est ce que je vous ai dit avec le film Blowout, donc, eh bien là, c'est une succession d'instants, et en fait, il se construit rapidement un film avec un certain nombre d'images secondes, et c'est un film qui n'est construit, ce n'est pas une composition musicale, ce n'est pas une symphonie donc, qui est composée. Et le lien avec la vie est différent parce que c'est le mouvement qui est observé, mouvement de la vie, et ce n'est pas le son et l'ultrason par lui-même qui traduit le son du sujet. Pour conclure, juste un mot. Donc, dans le XXe siècle,
On est passé d'une médecine clinique à une... On utilise alors la mesure au lieu d'utiliser le sens, et la perte de l'écoute du corps du sujet est une disparition du sujet comme objet individuel au profit d'un savoir. Le bruit a disparu maintenant et la transformation du son en image relève d'une mise à distance des phénomènes et finalement d'une désimmunisation qui est apparue à la fin du XXe siècle. Au XXIe siècle, maintenant, seule l'image compte. Il est reproché aux médecins de ne plus écouter le patient et il faut reconnaître que le patient, plein de convictions, n'écoute plus le médecin. Il y a une perte de confiance dans la parole dans une période où Photoshop et la manipulation des images sont accessibles par tout le monde. Je vous remercie. Merci beaucoup, Philippe. Merci infiniment. Merci, docteur Abastado. Merci, cher Philippe. Nous avons écouté attentivement cette présentation très intéressante qui suscite également une question qu'on avait envie de vous soumettre. On comprend qu'au fond, au travers de cette présentation que vous avez faite, vous soulignez l'ancrage physiologique en quelque sorte de la musique, quelle qu'elle soit, d'où qu'elle vienne. Et on parle souvent d'universalité de la musique, mais on oublie que cette universalité est peut-être conditionnée par une configuration physiologique. C'est-à-dire que je pose une question à laquelle vous ne pourrez pas répondre, bien sûr, mais à quoi ressemblerait la musique? Que serait la musique si nos rythmes physiologiques étaient 4 fois plus rapides ou 2 fois plus lents? Enfin, bref, est-ce que ce sujet-là, comment dirais-je, vous parle? Et est-ce que vous avez sur ce point des éléments d'information ou de commentaires à nous faire? Alors, il y a un truc, c'est qu'on vieillit. Quand on vieillit, pour prendre la référence, c'est qu'un enfant a un cœur qui bat à 100, 110 battements par minute. Et quand on vieillit, on a des fois un pacemaker, mais le cœur se ralentit. Or, je ne sais pas si il y a un rythme entre musique. Force est de constater, c'est que souvent les musiques de la jeunesse donc, sont des musiques avec des rythmes beaucoup plus élevés que nombre de musiques à un âge avancé. Je pense qu'il y a des variabilités différentes et probablement également liées au langage. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les musiques ont des structures très différentes selon les géographies et les langues ont des phonèmes très différents également selon les géographies. Et les phonèmes, quelque chose qui s'apprend très tôt. Donc, on n'est pas capable, vous prenez les langues européennes, je pense que si vous prenez un bon Parisien, même avec un nom portugais comme moi, on n'est pas capable de parler le portugais, tous les phonèmes du portugais, que quelqu'un qui dès l'enfance, a fréquenté les pourtours de Lisboa. Donc, il y a une difficulté d'un certain nombre de phonèmes à partir d'un certain âge. Et là, probablement, il y a un lien avec la nature de la musique. Donc, je pense qu'il n'est pas innocent des phonèmes de l'enfance et de la musique des pays.